L'un des plus grands footballeurs de l'histoire, mais aussi le président de la fondation qui porte son nom contre le racisme. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. C'est un livre qui provoque, on va le dire, une certaine polémique. Ça s'appelle La pensée blanche. On ne naît pas blanc, on le devient. Et les réseaux sociaux, pour certains, se sont enflammés immédiatement, ne serait-ce qu'au titre, sans avoir lu le livre, en disant « c'est une forme de regard racial sur la société ». Qu'est-ce que vous répondez, Lilian ? Écoutez, tout d'abord, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ceux qui s'enflamment n'ont pas bien lu le titre du livre. Peut-être qu'ils ont lu La pensée des Blancs, mais c'est pas le titre du livre. Le titre du livre, c'est La pensée blanche. Et donc, la pensée blanche est une idéologie politique qui a divisé les êtres humains en races, en établissant qu'il y aurait une race supérieure aux autres. Et je suis persuadé que les personnes qui s'enflamment, comme vous dites, sur les réseaux sociaux, si vous leur demandez quelle est l'histoire de l'identité blanche, à quel moment les hommes et les femmes sont devenus blancs, à quel moment les hommes et les femmes sont devenus noirs, à quel moment on a hiérarchisé les couleurs de peau, je reste persuadé qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Oui, donc ça n'est pas un livre anti-blanc ou contre les blancs. Écoutez, encore une fois, il faut bien lire le titre du livre. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai vu dernièrement un journaliste d'un journal assez sérieux quand même. Lui aussi, je crois qu'il s'est trompé sur le titre du livre. Ce n'est pas la pensée des Blancs. Et lorsque je parle de cette pensée blanche, je dis que ce soit en Afrique, en Asie, il y a cette pensée qu'être blanc, c'est mieux. Oui, par exemple, c'est d'être supérieur, au fond. C'est ça mieux, que vous dites. Encore aujourd'hui, parce qu'évidemment, dans ce livre, vous racontez l'histoire, la colonisation. Vous dites, ça reste encore ça aujourd'hui ? Écoutez, moi, je suis des Antilles. Et encore aujourd'hui, il y a des enfants qui pensent qu'être blanc, c'est mieux. Mais encore une fois, c'est lié à l'histoire. Vous savez, jusqu'en 1950, par exemple, en France, dans les écoles, on apprenait qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche, la race la plus parfaite, la race blanche. Nous sommes issus de cette histoire. Pour comprendre cette hiérarchie, cette idéologie politique, il faut connaître, par exemple, le code noir, le code de l'indigénat. Nous sommes en France. Peu de personnes savent que il y a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans en France. Et donc, nous sommes issus d'une histoire et malheureusement, nous devons nous questionner sur les hiérarchies qui existent encore aujourd'hui. Mais ça, c'est l'histoire, Lilian Thuram. On va vous répondre. Aujourd'hui, être blanc n'est pas forcément un privilège. Bon, tout d'abord, mon livre n'est pas centré sur les personnes blanches, hein, comme je viens de vous le dire. Moi, si par exemple, vous voulez me parler du privilège blanc, je dis très souvent, vous savez, c'est un privilège incroyable de ne pas être discriminé sur la couleur de votre peau. Moi, la première fois où j'ai été violenté et que des enfants dans une classe de CM2 m'ont traité de sale noir, croyez-moi, c'est une blessure qui vous marque à vie. Oui. Et donc, le fait de ne pas être discriminé sur votre couleur de peau, on ne dit pas c'est un privilège. Ça n'existe pas. On n'est pas discriminé en tant que blanc. Écoutez, je ne suis pas sûr que dans la société française, on va vous refuser un emploi, refuser du travail, refuser des appartements, refuser l'entrée quelque part parce que vous êtes d'une couleur blanche. Et je pense que ce serait malhonnête de dire que c'est le cas. Ouais. On va voir une peinture, vous la reproduisez d'ailleurs dans ce livre, où on voit l'esclavagisme. Et on y voit un esclave fouetté, c'est une image terrible. Et vous dites, on vous a dit d'ailleurs, dans une exposition, on ne devrait pas montrer cette image parce qu'elle est trop violente à des enfants. Vous dites au contraire, Lilian Thuram, il le faut parce que regardez, à gauche de cette image, il y a les colons et le seul qui a l'air d'être effrayé, c'est l'enfant. Et vous dites au fond, parce qu'il n'est pas encore blanc. Effectivement, il n'a pas endossé la blanchité de l'époque. C'est-à-dire que cet enfant est un être humain. Et lorsque vous êtes être humain, lorsqu'un autre être humain est violenté, ça vous violente. Et je dis que avec le temps, cet enfant va finir par croire que c'est tout à fait normal ce qui se passe. Et nous devons éduquer nos enfants à dire, voilà, il faut faire très attention. Nous sommes des êtres humains avant tout. Mais faites attention, l'histoire nous a enfermés dans des catégories liées à la couleur de la peau. Faites très attention. Et il faut sortir de ces identités.
Il faut sortir de ces prisons identitaires pour se retrouver en tant qu'hommes et femmes voulant construire des solidarités. Oui, mais parce que ceux qui sont enfermés dans la couleur de leur peau, ce sont les Noirs, à qui on demande et à qui on nomme finalement pour cette couleur de peau et cette histoire. On ne dit pas aux Blancs, ou les Blancs n'ont pas conscience, on ne dit pas on est blanc. C'est pas la même chose. Mais écoutez, encore une fois, nous sommes tous enfermés malheureusement. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ce qui se passe un peu partout en Europe, où est-ce qu'il y a encore des gens qui s'enferment dans une certaine identité. Parfois, ils ne la nomment pas comme étant l'identité blanche. Mais je crois qu'il faut prendre conscience qu'effectivement, il y a une histoire qui nous emmène à nous catégoriser, parce que je pense que dans la société, les gens parlent tranquillement de catégorie blanche, catégorie non blanche. Ça veut dire que nous sommes encore catégorisés à travers la couleur de nos peaux. Même si donc il faut amis vous lui dites est-ce que tu es blanc, ils vous répondent bah non, je suis normal. Ça c'est très révélateur. Hein. Oui, c'est vrai que c'est révélateur. Est-ce que je suis blanc? Il dit bah non, toi tu es noir. Non, mais en fait, vous savez, cette histoire, j'appelle un de mes meilleurs amis d'enfance et je lui dis tiens, dis-moi, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Et là, il me dit je comprends pas ce que tu me dis. Je dis bah moi je suis noir. Il dit bah ouais. Je lui dis mais si je suis noir, toi t'es quoi? Il me dit bah je suis normal. Ouais. Et en fait, il faut se questionner aussi sur qu'est-ce que c'est être normal. Moi, je pense encore une fois, il est très important de comprendre qu'il y a une histoire. Il y a une histoire qui a construit ces identités. C'est une histoire qui a divisé les êtres humains et nous devons arrêter d'être divisés à travers nos couleurs de peau. Nous devons nous rencontrer en tant qu'êtres humains pour construire encore une fois des solidarités. Oui. Pour changer la société. Au fond, vous dites, et c'est presque aussi la conclusion du livre, à un moment, vous dites pour qu'il n'y ait plus justement de race, qu'il y ait juste le je, le nous, l'humanité. Exactement, je dis que le je, c'est nous. Mais pour arriver à cette conclusion, il faut prendre conscience de l'histoire. Et je dis très souvent, on nous apprend pas l'histoire des identités. On finit par croire que ça a toujours été le cas. Non, il y a des volontés politiques, des volontés économiques pour diviser la population. Finalement, créer le racisme aujourd'hui, souvent vous dites le racisme, il est là et il existe encore. Est-ce que le racisme existe encore? Oui. Dans la société, par exemple, ici en France, on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de populations qui se soulèvent par rapport à tout cela. Est-ce que le racisme existe encore aujourd'hui? Oui. Est-ce que le sexisme existe encore aujourd'hui? Je vous pose la question. Oui, certainement. Ben, exactement. Malheureusement, le racisme existe, le sexisme existe. Il n'est pas forcément uniquement blanc, le racisme. Il n'y a pas forcément des blancs, uniquement, dans le monde. Non, je parle de la... Moi, ce dont je parle, c'est la hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Vous savez, discriminer des gens sur n'importe quel critère, ça a toujours existé, depuis la nuit des temps. Par contre, ce qui est une nouveauté historique, c'est la hiérarchie qu'on fait entre les personnes selon la couleur de la peau. Et ça, effectivement, c'est une volonté d'une minorité de gens, à un moment donné dans l'histoire européenne, qui ont hiérarchisé les gens. Et il y a eu plusieurs politiques, en fait, qui a emmené à concevoir que c'était la normalité, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme je vous ai dit, le code noir, le code de l'indigénat, il y a eu la ségrégation, il y a eu l'apartheid, et tous ces systèmes politiques ont ancré l'idée qu'il était légitime de penser qu'être blanc, c'est mieux. Et comme je vous dis encore une fois, cette pensée qu'être blanc, c'est mieux, ce n'est pas qu'une pensée des personnes dites de couleur blanche. C'est une pensée qui est devenue monde. Oui. Qui explique ce qui se passe aux États-Unis, vous le disiez à l'instant. Ah, totalement. George Floyd, ou en France peut-être Adama Traoré. Totalement. C'est-à-dire, encore une fois, ça se trouve dans tous les, je dirais, systèmes de notre société. C'est-à-dire que lorsque vous pensez la beauté, par exemple, en Inde, les femmes se blanchissent la peau. En Afrique, les femmes se blanchissent la peau. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous devons faire attention et nous questionner sur nos propres préjugés. Parce que ce sentiment, cette construction politique qui a été faite, en fait, a modelé nos rapports aux autres et a modelé nos vies aussi. Oui.
ce racisme, vous en parlez dans ce livre à travers l'histoire. Vous voyez d'ailleurs justement des livres d'histoire à l'école et ouvertement racistes qui étaient considérés comme les livres scolaires. On voit encore aujourd'hui la nécessité de porter ce discours-là, y compris quand vous ressentez en face l'opposition que ces débats-là peuvent avoir, où on renvoie les gens justement peut-être à leur couleur de peau ou à des tentatives de séparatisme dans la société. Vous sentez que non, il faut dépasser ça? Écoutez, vous savez, il faut savoir que de tout temps, on a essayé de délégitimer les personnes qui voulaient construire plus d'égalité dans la société. C'est-à-dire qu'à l'époque de Martin Luther King ou de Nelson Mandela, on les traitait de racistes anti-blancs. Lors du procès de Nelson Mandela, on lui disait « Mais attendez, mais pourquoi vous parlez toujours de blanc, de noir? Vous êtes obsédé par la couleur, mais c'est vous le raciste. » Et donc, vous savez, lorsque vous connaissez l'histoire du racisme, vous savez toujours qu'il y a, encore une fois, des gens qui ne veulent pas que les choses avancent, qui veulent rester dans un statu quo, qui veulent rester, que les gens s'enferment dans leur couleur de peau. Mais qu'est-ce qui va se passer si les gens s'enferment? Vous dites-vous, attention, ah, mais c'est il y a des risques très graves pour la société, la cohésion sociale. Vous savez, l'histoire démontre que si vous voulez rester enfermé dans les couleurs de peau, ça finit dans la violence. C'est pour ça qu'il faut inviter les gens à comprendre l'histoire du racisme. C'est un risque en France, la violence? Mais la violence, vous savez, c'est un risque partout. L'idée du livre, c'est pas simplement de parler de la France. C'est-à-dire que cette hiérarchie a été une hiérarchie cautionnée dans le monde entier. Et donc, nous devons avoir l'intelligence de questionner l'histoire pour grandir ensemble. Nous devons grandir. Et heureusement, comme je dis, il y a beaucoup moins de racisme aujourd'hui que, par exemple, lorsque mon grand-père est né. Mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947, il y avait la ségrégation aux États-Unis. Moi, je suis né en 72, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens de bonne volonté. Et il faut que ça continue dans ce sens. Et il faut, encore une fois, inviter chacun de nous à connaître l'histoire du racisme. Oui. Je disais au début, je rappelais évidemment votre carrière, hein, Lilian, cette France black, blanc, beurre. Et encore longtemps, les Français les plus populaires, Omar Sy, Yannick Noah, Zinedine Zidane, ça vous dit quand même, il y a quelque chose en France qui fait que les gens ont envie de dépasser tout ça? Mais je pense que c'est pas simplement qu'en France. Nous sommes dans un processus mondial. On voit bien qu'il y a des questionnements et on voit bien qu'il y a des gens de bonne volonté pour construire de plus en plus d'égalité. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi en face des personnes qui ne veulent pas plus d'égalité. Parce que historiquement, et c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir, certaines personnes, lorsqu'elles sont situées dans une situation de domination, lorsque les autres s'élèvent à égalité, ils ont l'impression, eux, de descendre. Alors que non, je crois que c'est comme lorsqu'on dénonce le sexisme, c'est-à-dire que lorsqu'il y a plus d'égalité pour les femmes, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, les hommes seraient moins puissants. Ouais. Et je pense que nous devons vraiment éduquer nos enfants pour leur dire « faites attention, lorsque on se considère étant comme dans des catégories liées à la couleur de la peau, c'est pas anodin. » Et donc, l'idée, c'est sortir de ces identités pour, encore une fois, se rencontrer en tant qu'être humain. Ça, c'est très, très important et c'est comme ça qu'on va grandir. Merci. Lilian Thuram, voilà toutes les explications. La pensée blanche, pas la pensée des blancs, la pensée blanche. On ne naît pas blanc, on le devient. C'est chez Philippe Ray pour l'édition. Merci beaucoup, Lilian Thuram, aujourd'hui, notre invité. Merci.